Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain maintenant sur Patreon, alors je vous invite à aller vous abonner. C'est quoi Patreon? Ben, c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, genre des épisodes en avance, des épisodes extra. C'est vraiment le fun et c'est un beau petit geste qui me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio bien entendu. Aujourd'hui, je jase avec mon amie Isabeau qui va me raconter ses 2 accouchements. Puis je veux juste dire qu'Isabeau et moi, on est des mamans amies. Donc, on s'est rencontrés en tant que maman. Juste avant de passer à l'histoire d'Isabeau, ben, je veux en profiter pour remercier Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. C'est qui Annie? C'est quoi Annie? Annie, en fait, c'est une accompagnante à la naissance qui est évidemment ostéo et qui peut vous aider dans tout votre processus de grossesse, de création de famille. Donc, que ce soit pour des cours prénataux, que ce soit pour assister à votre accouchement, vous aider, ou même le postnatal, parce que on peut penser là, que l'accouchement, c'est le gros de la job. Moi, on va pas vous mentir, c'est dans le postnatal que j'ai frappé mon mur et j'aurais aimé ça, avoir une Annie qui est là pour m'aider. Donc, pour aller découvrir toute son offre de service, vous pouvez aller sur le opaleo.com. Allô, Isa? Allô? Est-ce que je peux t'appeler Isa? Oui, tu peux m'appeler Isa. Moi, je vais peut-être t'appeler Gab. Je vais peut-être en échapper. C'est correct. Isa, on s'est rencontrés, en fait. T'es ma plus récente amie. Moi aussi. Parce qu'on s'est rencontrés, mais on était déjà maman. Exact. On s'est rencontrés à cause de nos enfants, en fait. Oui, sur le chemin de l'école. Oui, ou de la garderie. Non, ça a été d'abord l'école. Mm-hmm. Puis après, nos plus jeunes sont allés à la garderie ensemble, dans le même groupe. Dans le même groupe. Ouais. Et nos plus jeunes vont se marier éventuellement. C'est ce que ta fille dit toujours. Ma fille dit qu'ils vont se marier. Elle l'a choisi. Elle en a d'autres, mais elle l'a choisi. Elle a un bon bassin, mais il est dans Exact. le pool. Excellent. Dis-moi, avant même qu'on commence à parler de tes accouchements et tout, est-ce que tu as eu des belles grossesses? Oui. Ouais. Moi, j'ai eu des belles grossesses, puis j'ai aimé ça, être enceinte. Ouais. Je me sentais belle, je me sentais powerful. J'étais vraiment... j'étais vraiment sur mon X enceinte. Il faut dire que j'ai toujours voulu être maman aussi depuis que je suis toute petite. J'espérais ça, j'attendais ça. Puis oui, j'ai eu des belles grossesses. À ma première grossesse pour Muriel, j'ai frappé un premier mur autour de 24 semaines. On m'a mis en arrêt de sport. J'avais plus le droit de bouger. J'avais ce qu'on appelle de bouger, je veux dire, oui. Tu pouvais marcher, sortais tu du pouvais aller à lit, tout. l'épicerie. Oui, mais je devais annuler mon cours de natation prénatale parce que c'est ça, j'avais ce qu'on appelle, je pense que j'ai jamais entendu ce terme ici, une symphyse pubienne. J'ai aucune... Ah! Oui, je sais c'est quoi. C'est... là, je vais l'expliquer très mal parce que je ne suis pas médecin, mais c'est quand tu lâches. C'est ça? Non, ça a pas, il y a rien Non. qui a lâché. Ah. C'est juste une douleur au niveau du pubis. Oui. C'est vraiment désagréable. Il n'y a rien qui a lâché. Non, c'est pas une descente d'organes ni quoi que ce soit de cet ordre-là, mais les aines te font vraiment mal. Donc, tout ce qui est marche et tout ça, c'est vraiment douloureux. Puis c'est comme si tu sentais en permanence la présence de ton entrejambe. C'est vraiment désagréable. Puis j'avais peur que ce soit ça toutes mes grossesses. Ça s'est pas du tout produit la deuxième fois. Donc, pour les mamans qui nous écoutent et qui ont ça, une symphyse pubienne, ça peut vous quitter. C'est correct. Ayez pas peur. Mais qu'est-ce qui cause ça? Bien, je le sais pas. On m'a dit que c'est fort probablement le positionnement du bébé dans le ventre de la maman. Puis moi, Muriel était vraiment dans une drôle de position. Là, à partir de la moitié de ma grossesse, à peu près, elle s'est mise à kicker mon rein gauche avec beaucoup de conviction. Puis elle était comme en oblique, c'est ça. Elle était placée étrangement. Fait que c'est peut-être ça qui a causé la symphyse pubienne, les douleurs. Tu sais, je suppose que les autres organes autour font ce qu'ils peuvent. Là, Ouais. donc, Mumu me kickait le rein, puis ça m'a créé aussi, autour de 26-27 semaines, des saignements. Un jour, je suis allée faire pipi, puis il y avait des saignements dans mon urine. Ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. Puis là, ben c'est ça. À partir de là, ma grossesse était peut-être un petit peu moins
idyllique, là. Parce que tu tes sais. douleurs t'ont suivi jusqu'à temps que t'accouches? Ben, c'est-à-dire que les douleurs étaient contrôlées si je faisais pas de sport ou si j'avais pas des trop grandes ambitions, là, tu sais. C'était correct. C'est juste, c'était désagréable de me promener puis d'habiter mon corps, mettons. Mais oui, c'est resté jusqu'à la fin. Puis, faut dire que moi, avant Mumu aussi, la première grossesse, ça a été une fausse couche. Puis j'avais été très marquée par ça, même si c'était très tôt. J'avais, je pense, fait une fausse couche comme 3 jours après avoir eu mon test positif dans les mains. Donc, tu sais, je l'aurais peut-être même pas vu passer si j'avais pas été en mode on fait un bébé. enfant, exactement, parce que j'étais pas régulière en plus. Mais ça m'avait vraiment marqué, puis ça m'avait fait peur. Puis, tu sais, j'avais déjà parlé de ma grossesse à plusieurs personnes. Rendue à Muriel, je m'étais calmée, là. Je m'étais dit, on va attendre le 12 semaines, puis après ça, tout ce qui était petits symptômes comme ça me mettait un petit peu sur les dents. J'avais peur, ouais, qu'il se passe quelque chose. Parce que tu gardais ça dans ta tête de c'est arrivé une fois. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Est-ce que je vais perdre cet enfant-là? Tout ça, ouais, c'était assez... c'était quand même présent dans mon esprit. Puis il y a eu combien de temps, mettons, entre ta fausse couche puis Muriel? 3 mois. Ça a été proche. Ouais, en fait, c'est ce qu'ils demandent. Ils disent d'attendre ce 3 mois-là, idéalement, avant de reprendre les essais. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a attendu. Puis, ouais, on était... la première fois, tu sais, pour ma grossesse qui aboutit en fausse couche, on avait calculé nos affaires. Tu sais, moi, je suis comédienne. J'ai un horaire de comédienne qui fait du théâtre. Puis c'est bien accaparant, puis tout ça. Puis il n'y a jamais de si bon timing pour faire un enfant. Mais là, je m'étais trouvé une fenêtre, tu sais, puis j'avais fait « Ah! Je vais accoucher en septembre. » Après ça, j'avais un show en décembre, en fait. Puis j'étais comme « Je vais pouvoir faire les deux. » Ouais. Mais je veux dire, moi, je la connais, Muriel, là. Ouais. Je le sais qu'elle est née en décembre. Je sais que tu n'as pas respecté ton plan. Mais c'est parce que cette fausse couche-là, ça a été mon premier contact avec une grande maxime de la maternité pour moi, là, qui est ce que tu as prévu, c'est pas ça qui va arriver. Puis, à partir du moment où tu acceptes ça puis que tu accueilles ça, on dirait que le plan bébé prend vraiment le plancher. Tu sais, dans ta vie, puis tu dis, advienne que pourra, je sais pas comment ça va se passer, mais on y va, puis ça devient très accaparant comme pensée. En tout cas, moi, ça m'envahissait beaucoup. Puis mon chum aussi, tu sais, à partir du moment où on a eu ce test positif-là, puis qu'on pensait que ça y était, après ça, on s'est dit, hey, regarde, ils disent attendre 3 mois, puis après ça, on fait-tu n'importe quoi? Tu sais, dans le sens où on laisse-tu les choses se produire, puis effectivement, ça voulait dire que ce show-là, qui était un spectacle de Jean-Philippe Barry-Guerrard, que j'adore, qui est un ami proche, puis j'ai fait plein de ces spectacles. D'ailleurs, j'étais sur l'affiche de ce show-là. Mais je n'étais pas dedans, parce que le show commençait, je pense, le 4 décembre, puis moi, j'ai accouché le 2. Oh non, t'aurais au moins pu faire une représentation! Avec un enfant. Mais donc, c'est ça, ça a donné comme ça, puis JP m'en a pas voulu. Puis mon chum, par exemple, était sur la distribution, puis on avait convenu, Pierre-Louis puis moi, qu'il le ferait. Il allait nous représenter, tu sais, notre couple. Oui. Moi, j'allais avoir le bébé à la maison, mais Pierre-Louis, lui, par exemple, il allait aller jouer pour nous au théâtre. C'est beau! Quand même. Donc, tu tombes enceinte de Muriel, la grossesse se passe bien, on te met en arrêt De sport. Ouais. Pas un arrêt de travail, un arrêt de sport. Oui. Puis, tu sais, je te connais, là, puis sans vouloir t'insulter ni rien, mais t'es pas non plus une athlète olympique. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Non, mais dans le sens que le sport n'est pas Non. une grosse partie de ta vie. Là. J'aimais juste ça, aller nager. Oui, puis c'était l'automne, puis il faisait sombre. Tu sais, j'aimais juste ça, être comme aller me promener et tout, mais non, le sport faisait pas partie de ma vie. Par contre, je me déplaçais toujours en transport en commun, puis là, tous mes déplacements étaient vraiment longs parce que j'avais genre 70 ans. C'est vraiment plate, là, mais j'étais tellement lente. Ouais, tout était plus laborieux et tout. Et là, Muriel, elle était prévue quelle date? Le 16 décembre. Elle est arrivée genre 2 semaines en avance? Ouais. Puis ça m'a toujours obsédée parce qu'en fait, là, je vais t'expliquer, là, mais moi, je suis du vin. Puis mon père est du vin aussi. J'ai perdu mon père l'année avant d'accoucher de Muriel. Un décès d'un cancer du poumon, mais j'ai été très proche de lui et tout ça, puis je me suis toujours demandé, parce que Muriel a été provoquée, c'est là que je m'en viens, mais si elle l'avait pas été, là, tu sais, c'est sûr qu'elle naissait le vin comme nous, non?
Elle allait comme perpétuer Continuer. ça. Exact. Continuer la tradition du vin. Ouais. Mais là, elle a été provoquée. Elle a été provoquée. Pourquoi donc? Parce qu'elle kickait mon rein gauche. Les médecins n'aimaient pas trop ça. Puis j'étais... mes 2 grossesses, ça a été comme ça. Moi, à partir mettons, de la mi-grossesse, je contractais tout le temps. Tu sais, des fois, les gens font ça, là. Ah, je pense que c'est peut-être ça, une fausse contraction, nanana, là. Tu sais, quand le ventre devient dur, là, comme de la roche. Le moindrement qu'on me touchait, j'avais une contraction, mon ventre se contractait. Puis ça fait travailler le col de l'utérus quand même à la longue. Donc, j'étais une bonne candidate pour un accouchement provoqué. Parce que vers mes derniers rendez-vous de suivi, là, tu sais, il y avait souvent le toucher vaginal juste pour voir t'es rendu où, puis ça. J'avais toujours commencé à dilater avant la fin. Tu sais, le 2 décembre, quand on s'est présenté, parce qu'il voulait que j'accouche pour laisser mon rein tranquille, pour être juste certain. Il n'y avait plus de saignement. OK. C'était juste un épisode, mais comme il était vraiment pas bien placé, on va quand même le provoquer à 38 semaines. Donc, c'est ça qui m'a amené un mardi matin à Sainte-Justine à 8 h avec mon chum. Donc, tu sais, on n'a pas connu la course du genre, c'est-tu des vraies contractions? Est-ce que... Non, nous autres, on y allait pour accoucher. Tu sais, ça allait être la date de fête déterminée de Mumu. Bien, peut-être le 3, là aussi, tu sais pas ce qui peut se passer. Puis donc, j'étais déjà à 3 cm quand je suis arrivée. Mais ça me fascine, là, quand il y a des mères qui me disent « Ah, j'étais à 2, j'étais à 3. » Je comprends pas. Je comprends pas. Comment tu vis ta vie à 3? Je veux dire, 3, c'est un tiers du travail de fait, là, Ouais. déjà. Ouais, 3, c'est ouais. beaucoup, là, pour Oui. vaquer à tes occupations, là. Mais complètement. Puis comme je te dis, moi, chaque fois qu'on me touchait, qu'on m'effleurait, que j'accrochais quelque chose avec ma bédaine, ça contractait. C'est comme si mon corps était comme, OK, tu sais, genre, j'aurais pu échapper à un bébé, là. Sur le plancher de la cuisine. Ils m'ont branché puis ils m'ont mis du pitocin. J'avais pas compris dans les cours prénataux et tout ça qu'on était sous soluté tout le long, hein. Fait que tu peux pas te promener. Je me promenais pareil OK. parce que j'avais pas encore d'épidurale et tout ça. Puis, mais donc, ils te branchent, ils mettent sous pitocin. Puis là, c'est intraveineux, tu sais. Mais j'aurais aimé ça qu'on m'en parle. Je sais pas, on dirait... c'est une hospitalisation quand on accouche à l'hôpital. On te branche un soluté, peu importe si tu en as besoin ou pas à la base. Là, ils disent ça va déjà être là si on a besoin. Donc, mais j'aurais aimé ça le savoir parce que c'est quand même vraiment achalant d'avoir tout le temps quelque chose. Mais c'est vrai, on dirait, je repense à mes cours prénataux, puis ils expliquent pas que tu peux te faire provoquer. Non. Tu sais, ils parlent beaucoup de quand ça déclenche, quoi D'ailleurs, nos cours surveiller. prénataux, ça devait être au même endroit. Oui. Mais toi, tu les as pas toutes faites. J'ai lu ton livre. Non. Non, il y en a 4, j'en ai foxé 2. C'est Je pouvais pas. Non, c'est pas super C'était- instructif, malheureusement. Moi, ce qui m'avait beaucoup gossé, c'est que c'est comme s'il y avait une façon. J'ai trouvé, là, du moins dans les cours prénataux que moi j'ai suivis, c'est comme s'il y avait un seul chemin. Donc, c'est le chemin naturel à l'hôpital. Oui, Il y avait absolument. pas d'autre. Tu sais, on n'a jamais parlé de césarienne, on n'a jamais parlé de se faire provoquer. L'épidurale, c'était à peine nommé. Fait que ça m'avait beaucoup dérangé, je me Ouais. souviens. Bien, moi, je pense que c'est là-bas, je pense que j'avais appris qu'on devait accoucher sur le dos, tu sais, absolument. Parce que moi, j'aurais souhaité autre chose, tu sais, surtout quand je suis allée à l'hôpital avec, tu sais, j'étais à 38 semaines, j'étais quand même encore bien, puis pour que le travail avance, c'est le fun de se promener, tu sais, puis de s'occuper. Mais à un moment donné, tu arrives à un stade où ils font non, là, tu te couches sur le dos, tu ouvres les jambes, puis c'est comme ça qu'on accouche au Québec. Mais c'est pas nécessairement une position simple, là, surtout être en pleine possession de sa poussée quand tu es couché sur le dos. Parce que t'es branché, mais t'as pas l'épidurale. Moi, non. J'avais fait un plan de naissance. Ah oui, j'avais fait mes devoirs. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton plan de naissance? Bien, je disais des choses comme j'aimerais ça accoucher sans épidurale, si possible. Si ça s'éternise, j'aimerais ça avoir la possibilité, par exemple. Puis j'ai dit, ça me dérange pas s'il y a des médecins résidents ou autres personnels en apprentissage, tu sais. Mais j'avais demandé, j'aimerais ça que tout le monde se présente, par exemple, parce que ça reste quand même, il va y avoir du mouvement et tout ça, mais j'aimerais ça prendre un contact avec chaque personne. Je me doutais pas encore que j'allais peut-être m'en foutre plus tard des gens qui allaient rentrer dans la pièce. Hey, c'est parce qu'à un moment donné, il y a tellement de monde. Ah oui, il y en avait beaucoup, puis je devenais très, j'allais dire attrayante. Je devenais très attrayante pour les étudiants parce que c'est vraiment rare qu'une femme sous pitocin n'a pas d'épidurale. Parce qu'en général, un accouchement qui est provoqué,
tu pars de zéro. Normalement, là, tu sais, ça se présente pas toujours de la meilleure façon. Tu le provoques pour éviter une césarienne, souvent. Puis donc, tu pars de zéro, puis ça peut être long, puis ça peut être fastidieux. Puis j'ai entendu dire que le pitocin, des fois, chez certaines personnes, quand ça kékine, Ça fait mal. ça fait terriblement mal, ouais, semble-t-il. Je l'ai pas vécu beaucoup, mais c'est allé très vite, finalement. Mais donc, je me souviens que j'entendais la rumeur dans la 5, il y a une femme sous pitocin sans épidural. Puis là, c'était comme, oh, tu sais, il faut qu'on aille voir ça. C'est comme un petit phénomène de foire. Exactement, exactement. Fait qu'au début, tu sais, je suis sous pitocin, je me promène dans l'hôpital à mon rythme de Saint-Fils-Pubienne. Et puis, à un moment donné, on m'offre un bain aussi parce qu'il y avait très peu de gens cette journée-là. C'était vraiment tranquille à l'hôpital. Voulez-vous des bains? Voulez-vous ci? Voulez-vous ça? J'ai essayé. C'était pas tant heureux. Mais t'as des contractions à ce moment-là ou pas pantoute? J'en ai, mais elles sont pas super douloureuses. Puis, au fur et à mesure que la journée avance, je pense que c'est vraiment au moment où on a décidé, parce que la dilatation se poursuivait, où on a décidé de crever les os, que là, ça a vraiment kick in. Là, tu sais. Là, j'ai senti vraiment les vagues, les contractions. Ça te prend dans le bas du dos. Puis, je me souviens que j'étais encore debout, là, tu sais, quand j'ai senti ces contractions-là. Puis, à un moment donné, il y a une infirmière qui m'avait vue en vivre une. Puis, avec la face que je faisais, elle dit « Oh, ça a progressé. Ça a vraiment progressé. » Puis, c'est comme si elle m'avait dit genre « Vous avez gagné, madame. » J'étais tellement contente qu'elle me dise ça. Elle est allée chercher le médecin, puis effectivement, je suis rendue à 8,5. Mais Puis- ça a donc bien été vite. Il était à peu près 4 heures de l'après-midi, là, tu sais. Plus ça avançait, plus c'était quand même difficile. Puis Qu'est-ce finalement... que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais pour gérer la douleur? Ben, je me promenais. Le bain, ça avait vraiment pas... Ça avait comme été un effet un peu oppressant pour moi. J'étais comme, ah, j'ai chaud, ouais, j'haïs ça. Fait que j'étais sortie du bain, je m'étais mis à me promener beaucoup. Mais il faut dire qu'entre les contractions, moi, je redevenais complètement moi-même. Hein. Je sais pas si c'était ton cas. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit à partir d'un certain moment dans l'accouchement, entre les contractions, j'avais quand même mal. Moi, non. Plus aucune douleur. Rieuse, en pleine possession de mes moyens, ça allait bien. Je jokais avec les étudiants qui étaient venus me voir, là. Avec la classe de maître. Exact. Donc, à un moment donné, oui, c'est ça, l'infirmière me voit souffrir pendant une contraction. Puis je me rappelle, je me tenais à la base du lit, en fait. J'avais Pierre-Louis qui me flattait le dos. Mon Dieu, qu'ils se sentent clouless, les gars, à ce stade-là, là. À un moment donné aussi, je me suis retrouvée dans mon lit, tu sais, assise. Puis là, j'essayais de gérer mes contractions. Puis il y en avait juste une qui venait de se produire. Puis Pierre-Louis m'avait dit « Ça te fait-tu du bien, tu sais, quand je fais les points de pression? » Puis j'étais comme « Les quoi? Les qui? » Qu'est-ce que... Je sentais... J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Mais fais ton affaire, regarde, parfait. Si t'es Si ça occupé, t'aide, là. si t'es occupé, c'est parfait pour moi. Fais-moi des points de pression. Ça durait peut-être à peu près 1 heure, entre 8,5 puis 10. Puis là, après ça, ça y était. Il était à peu près 5 heures le soir. Puis on était prêts à accoucher. Tu sais, Ben oui, à mais pousser. même si t'as pas d'épidurale, faut quand même que tu sois sur le dos. Oui. Pourquoi? Ah, j'aurais tellement aimé. Ben, c'est la position gynécologique. C'est pour que le personnel soignant puisse être, lui, à son meilleur quand ton bébé sort. Pour accueillir le bébé, pour être prêt à intervenir, pour les interventions pendant aussi, s'il y a épisiotomie ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'ils apprennent à accoucher les femmes au Québec. Fait que c'est ça, c'est un peu plate parce que là, t'es comme condamné à cette position-là là, qui est quand même... Puis je dirais que c'est le bout le pire. Tu sais, sans épidural, là, le bout où tu pousses pas, où tu fais juste comme attendre de 30 à 10 alors que tu es bien avancé. Là, j'avais déjà crevé les os, fait que ça avait kick in fort. C'est le bout qui est comme dur, mais à partir du moment où on dit « OK, là, on pousse », là, c'est cool. Tu as comme une mission. Fait que t'es installé sur le dos, j'imagine. Tu tiens tes jambes ou c'est des infirmières? Hey, c'était une infirmière. C'était une infirmière vraiment gentille qui s'appelait Laurence, qui était là le matin quand on est arrivé. Puis elle a vu mon chum, puis elle a dit hey, « T'es-tu allée à l'école secondaire à Farnham? »
Puis oui. Fait que là, j'étais comme, ah, cool, tu sais, Laurence, la fille de Laurence de Farnham. C'est Farnham. ça, elle est là avec nous, puis elle était super fine, tu sais. J'avais Pierre-Louis d'une main, puis j'avais Laurence de l'autre. Elle est restée tout le long, parce que dans le fond, c'était la durée de son chiffre, tu sais. J'étais arrivée à 8 h le matin, puis elle est partie, je pense qu'elle est partie, ou elle est restée pour la fin, alors que son chiffre était fini, tu sais. Mais donc, il y avait Laurence d'un côté, puis ouais, je pense qu'on me tenait les jambes. Je pense que des gens tenaient mes jambes. Hey, je me rappelle plus. Mais oui. Sinon, ou y avait-tu des étriers? Il n'y avait pas d'étriers. Ben, je sais pas, j'étais pas là. Je veux bien t'aider, là. Mais... C'est ça. Non, je pense qu'on tenait, on m'aidait, en fait. Il y avait des gens qui tenaient mes jambes. Ça a été quand même long, la poussée, parce que bébé n'était pas engagé. Elle était en oblique, position bizarre. Donc, toutes les premières poussées servaient à l'engager, parce qu'elle était ce qu'on appelle flottante. Quand le bébé appuie pas, là, tu sais, vraiment, il n'est pas appuyé contre le col de l'utérus pour sortir, c'est qu'il est encore trop haut, il est flottant. Tu l'as comme mimé dans les airs. Oui, c'est ça. T'es comme éthéré dans mon ventre. Puis donc, il fallait la descendre, puis ça a été quand même long, cette étape-là, là, tu sais, ça... Je pense que ça a duré comme 1 heure de poussée. Mais comme j'étais dans l'action, ça m'allait. Ça allait vraiment bien. Quand finalement est arrivé... ils appellent ça le couronnement. Ça, c'est quand la tête La tête s'engage. Puis là, ça, c'est le bout tout sans épidural. Ça fait mal. C'est parce que c'est quand la tête... C'est-tu le fameux anneau de feu? Oui, exact. Exactement, c'est ça. On m'avait fait un point... comment ils appellent ça? Tu sais, ils gèlent localement. Juste un petit... Ah, il y a un terme, j'ai complètement oublié ce que c'est. C'est le bloc honteux? Oui, exact. Ce mot-là, là... Pourquoi? Ça me dérange tellement, le bloc honteux. Moi, dans ma tête, c'est juste comme ton vagin est un endroit de honte. Là, ça fait très judéo-chrétien. Exactement. Là. Ça fait très, très... Mais peut-être que c'est pas ça aussi. Peut-être que c'est pas ça. Là. Ou genre, on t'injecte quelque chose pour que tu ailles mieux parce que tu y arrives pas. T'es pas assez hot, là, tu sais, c'est un peu honteux, mais tu fais pas ça. En tout cas, bref. Bref, donc tu as eu un bloc honteux qui est une anesthésie locale. Oui, exactement. Mais tu sens quand même vraiment bien, là. C'est pas l'équivalent du tout d'une épidurale, là. Tu sens quand même beaucoup de choses, mais c'est un petit... c'est une petite aide quand même. Surtout que, tu sais, à la fin, il y a eu des points de suture après l'accouchement. Mais attends, on va revenir à l'anneau de feu. Donc, la tête est engagée. Oui. Elle est là? Oui, en fait, oui, elle est là. C'est l'affaire de 2 contractions, si ma mémoire est bonne. Là, tu sais, elle est comme restée là, entre 2. Puis là, tu te dis, pendant tout le temps où tu n'es pas en contraction, tu te dis, il faut que ce soit la prochaine. Là. J'endurerai pas ça. Exactement, là. Exactement. Ça, tu fais, là, il faut que ça se passe. Puis effectivement, celle d'après, ça y est, tu sais. Fait que là, on a mis Mumu sur moi. Ça a été vraiment comme un coup de foudre. J'ai dit, mon réflexe, quand ils l'ont mis sur moi, j'ai dit, c'était toi. Tu sais, c'était toi que j'attendais depuis. C'était toi qui étais là, tu sais. Puis j'étais tellement comme fascinée. Ils l'ont mis sur moi. Je me rappelle, j'ai regardé Pierre-Louis, puis j'ai dit, j'ai l'impression de retomber en amour avec toi. Puis là, Laurence, mon infirmière, de faire, voyons, vous êtes donc bien cute! C'était vraiment un beau moment. C'était super. Puis là, oui, ça s'affairait. J'ai fait une hémorragie légère après le passage du placenta. Puis ça a été très bien géré. Ils ont fait mes points de suture. Moi, pour vrai, j'ai comme aucun souvenir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est le moment, ça fait mal, c'est terrible, on s'attend pas à ça. Moi, j'avais Mumu sur moi, là, j'étais complètement dans les vapes, là, tu sais. J'étais vraiment, là, gelée. Mais naturellement. Ouais, juste naturellement. C'est ça qui est fou, tu sais. Fait que non, ça a été vraiment une très, très belle rencontre, un bel accouchement, somme toute rapide pour un premier qui était même pas entamé quand tu arrives à l'hôpital, tu sais. Ouais. Ça commence à 8 h, ça finit à 6h34. C'est une journée de travail avec un petit peu d'overtime, là. Exact! Ça va, là. Oui, j'ai même pas comme manqué de sommeil, tu sais. J'ai même pas eu cette nuit difficile avant. Mais ça a été une chance parce que les jours qui ont suivi ont vraiment pas été ceux que j'attendais. Au début, tout allait bien. 24 heures après l'accouchement, je récupérais vraiment très, très bien. Ça, c'est une chose aussi que je m'étais gardée en mémoire. Si tu n'as pas d'épidural, ça va vite, là, ton corps se remet vite. C'est très impressionnant. Puis, on avait Mumu.
Pierre-Louis avait manqué sa générale, parce qu'on se rappelle, il y avait un Ah oui, show. il y avait un show. Il avait manqué sa générale, il s'était fait remplacer pour la générale, mais il prévoyait quand même aller à la première quelques jours après, là, tu sais, mais on allait être sortis de l'hôpital. C'est ce qu'on pensait. Avant que ma fille reçoive une visite de routine d'une pédiatre, moi, je reçois la visite de ma gynécologue obstétricienne qui vient, qui me fait un examen, puis là, tu sais, tâte un peu, puis waouh, c'est génial, tout est parfait, tu te remets très bien. Elle me donne mon congé d'hôpital, plus tôt que la moyenne des mamans, parce qu'elle fait après 24 heures, t'es en business, là, tu sais, vas-y. Et puis donc, on pense qu'on va avoir le congé de mon bébé, très rapidement aussi. Puis c'est pas du tout ça qui se passe. On reçoit la visite d'une pédiatre qui vient, qui examine. Il est rendu 8 heures le soir, je m'en souviens, parce que c'était l'heure des visites. Puis mon frère est là avec sa copine pour venir voir le bébé. Puis donc, elle fait son examen, puis elle dit, ah, tu sais, je la trouve hypotonique. Elle manque de tonus. Moi, en parlant d'un bébé naissant, je trouve ça curieux. Ben, il me semble que c'est le qualificatif d'un bébé naissant, là. Ils n'ont pas Exact! de tonus. Tu sais, elle dit sa tête. Puis là, je suis comme, mais oui, mais c'est pour ça qu'on nous dit toujours de tenir là. Ouais. En tout cas, je suis un peu confuse, mais tu sais, moi, j'ai pas de repère. Pierre-Louis non plus. C'est un bébé magnifique qui ressemble vraiment beaucoup à mon père, par exemple. C'est weird. Ça ressemble, tu sais, les bébés, des fois, ça ressemble à des petits vieux. Oui, c'est vrai. Mais là, mon père était pas si vieux que ça quand il est décédé, mais elle a ses traits, là, en tout cas. Puis donc, elle a fait son examen, puis elle aime pas trop ça. Elle dit, on va la garder, faire des tests, tu sais. Puis là, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. À partir du moment où ils disent, on va la garder, c'est qu'elle est hospitalisée à la pouponnière. Mais toi, tu as ton congé. Ouais. Donc, toi, tu n'as plus de chambre, mais J'ai ton déjà bébé plus de reste à chambre. l'hôpital. Exact. Puis là, elle a plus de chambre non plus, elle s'en va à la pouponnière. Mais donc, ça veut dire, à partir de ce moment-là, je suis comme devenue une itinérante dans l'hôpital. J'errais autour de la pouponnière comme un fantôme. J'allaitais tout le temps. Là. Tu sais, au début, c'est fréquent. Puis j'ai eu ma montée laiteuse à l'hôpital, qui est très, très, très douloureuse aussi. J'ai fait mon hygiène de point de suture dans les toilettes publiques de l'hôpital. C'était vraiment chaotique. Vraiment, je ne sais pas, je pense que j'étais pleine encore d'endorphines puis d'adrénaline sans doute aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la survie. Je me posais pas trop de questions. Les infirmières de la pouponnière me disaient tout le temps, mais tirez votre lait, on va aller chez vous, aller vous reposer, aller dormir. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on attendait de mon bébé au juste pour que je puisse la ramener, tu sais. Je savais pas quand est-ce que ça allait se terminer, cette séquence-là. Fait que dans ma tête, je pouvais pas rentrer chez moi. Je sais pas, j'avais vraiment besoin de la ramener avec moi. J'étais incapable. Donc, c'est ça. J'essayais de pas chialer, mais j'errais, je l'allaitais. On me chicanait si je m'endormais dans ma chaise. Ça a été 7 jours. Ouais. Mais pendant ce 7 jours-là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe autre qu'elle n'a pas de tonus? C'est ça. Elle n'a pas de tonus, donc on va investiguer parce que l'hypotonie n'est pas une maladie, mais bien un symptôme. On va trouver quelle est la cause de l'hypotonie de votre bébé. Mais c'est tellement nébuleux pour moi, puis ça peut être le symptôme de tellement de choses. Je me rappelle d'être à l'hôpital, à la cafétéria un matin très, très tôt avec Pierre-Louis. Puis, tu sais, je regarde les murs de la cafétéria à Sainte-Justine, puis je me dis, oh boy, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça notre vie, là, finalement, pour les prochaines années? Est-ce que c'est là-dedans qu'on s'embarque? Genre, j'ai tellement de vertige, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Il y a une petite médecin résidente qui vient me parler à un moment donné à la pouponnière, puis je me rappelle encore, pauvre fille, je l'ai tellement détestée, là, mais elle m'a dit quelque chose de... Ça se voulait plein de bienveillance, ça se voulait fin. Elle a dit quelque chose comme, vous savez, peu importe la qualité de vie que votre enfant va avoir, nous, on est là pour qu'elle se développe vraiment à son plein potentiel. Peu importe ce potentiel-là, c'est quoi? Puis j'étais comme... Mais c'est donc bien horrible! Je l'aurais comme punché. Je sais pas si je dormais pas. Est-ce que moi qui ai mal compris, mal interprété quelque chose, mais j'étais tellement épuisée, fatiguée, puis stressée, là, inquiète pour mon bébé, parce que je comprenais pas qu'est-ce que ça impliquait. Puis là, tu te mets à googler. On a des téléphones cellulaires intelligents, on est à l'hôpital.
On Google, là, tu sais, on trouve des affaires sur l'hypotonie chez les bébés, toutes sortes d'expériences terriblement traumatiques, là, tu sais, vraiment des choses sur lesquelles j'aurais pas dû tomber, j'aurais pas dû chercher ça. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de pas chercher... De jamais googler un symptôme, Ah! c'est la pire affaire. Exactement, exactement. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe? Mais ils font plein de tests. Ils font des tests là, poussés. Ils prennent plein de prises de sang. Et pour vrai, elle est pleine de bleu. Là. Ils l'ont piqué partout, partout. Ils font plein de prises de sang. Ils font une IRM, tu sais, vraiment très tôt. Des résultats rentrent au fur et à mesure, tu sais, mais c'est souvent, c'est long, il y a des délais. Mais là, tu apprends que, ah, tel test, tout est beau, tout est impeccable. Ah, tel test, tout est formidable. Puis là, de plus en plus, on a plus de réponses. Ça va très bien. Puis là, tu fais comme, ah, OK. Mais là, on est encore là. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il y a une fois, à peu près au 6e jour, une personne de la pouponnière m'a informé qu'on attendait que le bébé ne fasse plus de désaturation. C'est la diminution du taux d'oxygène dans les cellules. Donc, on pourrait penser que l'oxygène circule moins bien. Puis, en fait, ça prend un détecteur. Là. Tu peux pas savoir... Une désaturation visible, mettons, c'est très avancé. Ouais. Sinon, ça paraît pas vraiment. Et puis, elle était branchée sur une petite machine Mumu qui bipait quand elle faisait une désaturation. Puis elle pouvait biper à peu près comme 3 fois dans la nuit. Puis elle m'avait dit, le jour où elle n'en fera plus du tout, elle aura son congé. Puis là, j'étais comme... Tu dormais où? Je dormais pas. Hey, j'ai eu un répit là-dedans un moment donné parce qu'il y a une infirmière qui a pété sa coche à sa supérieure. Elle a fait, là, cette mère-là, là, parce que j'essayais de me trouver une place à Cachou, qui est le service hospitalier... hôtelier de Dans l'hôpital. Exactement. Ouais. Il y a comme une hôtellerie pour les parents, mais c'est toujours plein. J'étais incapable d'avoir des places. Donc, à un moment donné, il y a une infirmière qui a fait « Là, ça ne se peut plus. Il faut que cette mère-là ait une place, qu'elle dorme, qu'elle puisse avoir quelques heures de sommeil dans un lit, qu'elle puisse se laver. » Puis cette infirmière-là a réussi à me faire avoir une chambre pour une nuit. J'ai dormi là-bas. Ils m'ont réveillée, ils m'ont appelée de la pouponnière genre 3 fois. On me faisait sentir vraiment mal parce que mon bébé pleurait beaucoup. Venez-vous-en, là, elle a faim. Quand ton bébé, sa machine sonnera plus de toute la nuit, vous allez pouvoir rentrer à la maison. C'est ça qu'on nous a dit. Mais là, à chaque fois que ça sonne, tu dois donc être découragée. Mais ça, parce que tu dis ce sera pas demain. Puis là, je sais plus. Puis à un moment donné, au 7e jour, il y a une petite pédiatre adorable qui est devenue notre pédiatre qui vient puis qui nous annonce qu'on a notre congé. Puis là, j'ai dit, mais la machine a bipé cette nuit. On peut quand même partir. On est partis, là, comme des voleurs. On avait peur qu'ils changent d'idée. Genre, on était comme, faut s'en aller d'ici. C'était... Puis en même temps, j'avais peur un peu de me retrouver seule avec mon enfant, alors que, tu sais, elle avait eu... tu sais, j'avais eu une infirmière qui m'avait montré comment il donnait son bain à la pouponnière. Puis, il y avait plusieurs infirmières de la poupe que j'adorais, qui étaient vraiment gentilles. On le sait que tu as été là longtemps parce que tu appelles ça la poupe. J'ai jamais entendu quelqu'un appeler ça La poupe! Mais qu'est-ce qu'elle avait en bout de ligne, Muriel? On l'a su seulement 5 mois plus tard. La pédiatre nous a dit on a finalement reçu les résultats des tests génétiques. Puis votre fille a une délétion chromosomique qui est associée à un syndrome. Puis là, elle nous nomme un syndrome avec un nom accouché dehors. Puis là, tu fais comme oh! Puis le pire, c'est que moi, là, ça fait 5 mois que je vis avec cet enfant-là. Elle est fabuleuse. Éveillée, là, elle est dans son pic de beauté de bébé. Là. Tu sais, à 5 mois, là, ils font vraiment des pubs de couches. Là, oui. Là, on nous donne ce nom de syndrome-là. Là, tu fais comme aïe aïe. Elle nous explique que ça peut venir d'une mutation génétique ou ça peut venir d'un parent. Donc, on va être testé. Là, moi, je pense qu'on va faire toute la batterie de tests qu'ils font à tout le monde. Ils font jamais de la vie. La délétion de votre fille se trouve sur le chromosome 1. Ce n'est que celui-là qu'on va tester chez vous. Puis là, pourquoi? T'sais, pourquoi on ne cherche pas sur tous nos chromosomes? Elle dit parce qu'on pourrait trouver tellement de choses. Finalement, on nous a expliqué que ce syndrome-là, ce qui est vraiment, vraiment inquiétant, c'est un risque d'anévrisme et donc de rupture d'anévrisme. Les ruptures d'anévrisme, ça peut être fatal. Pour le bébé. Pour l'enfant, oui. Pour la vie adulte aussi. Puis donc, ça demande à être suivi. Puis là, tu fais « Ah, mon Dieu! » OK, donc un risque d'anévrisme et tout ça. Puis là, tu googles le nom du syndrome. Arrête de googler.
Mais c'est parce que le syndrome a été découvert en 2012. Oh, Puis c'est là, récent. à ce moment-là, on est en 2014. Ce syndrome-là, sur Google, tu vas vraiment tomber sur des gens tu sais, qui peuvent rencontrer mais plein de problèmes, ne pas marcher, avoir des difformités crânio-faciales, tout ça. Puis là, tu sais, tu te dis, mais selon toute vraisemblance, on n'est pas là, je veux dire. Donc, finalement, on passe les tests sanguins, puis on apprend à peu près comme 6 à 8 semaines plus tard que je l'ai. Et puis, moi, j'aurais pensé que je me serais mise à être terrorisée et à faire moins de sport parce que risque d'anévrisme, de rupture d'anévrisme et tout ça. Mais au contraire, quand j'apprends que je l'ai, c'est un soulagement, là. Je fais « OK, super! » Donc, elle est comme moi, whatever ce que je suis, là, mais elle est exactement comme moi. Elle a toutes les chances de vivre une vie comme la mienne. Puis là, on remonte. Mon père est décédé, on se rappelle, mais j'ai une maman. Ma mère, là aussi. Il y a aucun antécédent d'anévrisme dans la famille de ma mère. Personne présente les fameux symptômes qui sont nommés. Donc, c'est super encourageant. Tu fais, je sais pas, à ce moment-là, on était les premiers au Québec, ma mère, ma fille et moi, à avoir cette délétion chromosomique-là, mais tu te dis, mais non, c'est sûr qu'on est une trollée qui s'ignore, là, c'est certain. Pour boucler l'histoire de Muriel, Ouais. toi, ta mère, ta fille, vous êtes toutes faites pareil et vous avez tous des très belles vies. Beaucoup de bruit pour rien. Oui. C'est-à-dire qu'on est devenu très intéressant pour la science parce que là, on devient comme un ouais. type de gens avec la délétion qui s'en sortent très bien et qui n'ont pas de symptômes associés. Donc, vous vous faites tout le temps appeler pour On est- différentes oui. études. Tout le monde va bien, Ouais. plus de peur que de mal. Absolument. Et là, on avance à ta deuxième fille, Nicole. Nicole. Oui. Est-ce que ça a été le même genre de grossesse? J'avais perdu une belle candeur. J'avais perdu ma naïveté. Et là, disons qu'avec ça qui était dans le plan, là, maintenant, cette délétion chromosomique-là, il me traitait comme si j'avais le syndrome, même si, selon toute vraisemblance, je ne l'ai pas parce que je ne présente aucun symptôme. Mais il faisait comme si, Ouais. juste pour être sûr. Et donc, on m'a suivi en grossesse à risque parce que chez les femmes qui ont ce syndrome-là, le risque d'anévrisme et de rupture d'anévrisme à l'accouchement est grand, Ouh. est inquiétant. Donc, il avait décidé de me faire suivre en GARE, Oui. acronyme de grossesse, attention. Grossesse... non! Grossesse à risque élevé. Ah, voilà, C'est exactement. ça, le gare. Donc, on m'a suivi là-dedans. J'avais beaucoup de suivi. J'étais souvent rendue à l'hôpital, des prises de sang, toutes sortes de choses. Mais tout se passait bien. Pas de symphyse pubienne. Moi, je me sentais libre, là, mais libre. À un moment donné, il y a la généticienne qui m'a demandé « Hey, vous savez, on a les avancées en sciences qui nous permettent de vous proposer une amniosynthèse pour voir si votre bébé présente la même délétion chromosomique. » Puis là, j'étais comme « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? » Je Ça veux change dire, rien, là. ben non. Ce que vous pourriez m'annoncer, c'est qu'elle est exactement comme moi, ma mère, mon autre fille. Je suis comme, non, je pense pas qu'on va faire une amniosynthèse. C'est Ça quand me même semble évasif. intense. Ouais. Donc, j'ai dit non, on verra bien. À l'accouchement, on verra rendu là. Mais peu importe la réponse à cette question-là, tu sais, on irait de l'avant avec Ouais, la grossesse. avec la grossesse, c'est Exactement. Donc, une grossesse qui s'est bien déroulée. J'en garde vraiment moins de souvenirs parce qu'on a un autre enfant qui demande beaucoup d'attention et tout ça. Mais Est-ce ça que- allait bien. Est-ce que tu as été provoquée pour cette grossesse-là aussi? En fait, non. Elle avait pas... elle me kickait pas les reins. Donc, j'ai pas été provoquée. Par contre, tout comme à Muriel, je contractais constamment vers la fin. Il voulait me provoquer. Si jamais ça se présentait pas tout seul, il voulait me provoquer à cause des risques d'anévrisme. Si ça se présente pas à 38 semaines, on fera les démarches pour provoquer. Et puis, il me propose un stripping, le fameux décollement des membranes. Puis là, tu sais, là, t'espères tellement. Ça va marcher. Ouais. Ils m'ont fait ça un lundi matin, à comme 8 h, 9 h le matin. Ils m'ont renvoyé chez moi. Je me suis mis à faire vraiment beaucoup de ménage. J'ai, j'allais dire décaper le tapis, là. Mais tu sais, j'étais vraiment là en mode, je faisais du ballon, puis tout ça. Puis c'est parce qu'il fallait orchestrer aussi le gardiennage de l'autre enfant, hein. Puis mon frère était stand-by. Tu sais, j'avais Oui. dit à mon frère, j'ai comme mon décollement des membranes. Si c'est le cas, tu irais chercher Mumu à la garderie. Tu la prendrais pour la soirée, tu sais. J'avais tout prévu ça.
Puis je le sais que ça c'est jamais comme on a prévu, mais là, je me disais, j'espérais, tu sais, que ça fonctionne. Puis vers 4 heures de l'après-midi, on réalise que mes fausses contractions sont quand même régulières. Elles sont à peu près aux 6 minutes. Fait qu'on fait comme, ben là, c'est ça. Elle nous avait dit d'y aller aux 10 minutes, on est rendu aux 6, mais ça fait pas mal. Mais je me dis, je suis sûre que c'est quand même ça. Ils me retourneront pas chez nous. De toute façon, je suis en grossesse à risque. Ils voulaient que j'accouche sans stress. Donc, un accouchement sans aucune poussée. Comment ça se peut? Comment tu peux accoucher sans C'est comme pousser? absolument, je sais pas, mais eux autres, ils avaient prévu le coup. Ma gynécologue, qui était aussi cardiologue et spécialisée dans les anévrismes et tout, c'est ce genre de grossesse à risque-là, était vraiment catégorique. Vous ne devez pas pousser. Nous, on va se charger de tout. On va être autour de vous. On va utiliser d'autres méthodes. Je suis comme, OK. Et donc, je savais que je me ferais pas retourner à la maison Ouais. parce que j'étais attendue. Ouais. Tu sais. Donc, tu arrives à l'hôpital, Oui. on t'accueille, Oui. on te place dans une chambre. Oui, exactement. En fait, on est parti de la maison, il était 4h30, 5h. On est vraiment parti dans le trafic pour aller à Sainte-Justine. Et pendant le trajet, ça kékine. J'ai pas perdu les os, mais là, ça se met à faire mal. Et tu sais, je respire fort dans l'auto. Là, tu sais, je lis le classique, là, le film de Noël avec un accouchement, là, puis des très stressant, puis tout ça, là, je sais pas. Là, ça y est, on est dessus, puis mon chum s'en rend vraiment compte. Alors, on arrive à l'hôpital. Effectivement, c'est bien enclenché. Je suis à 3 cm. On me garde. Alors là, ce qu'on veut pour me donner un accouchement sans stress, c'est m'imposer une épidurale. On m'a vraiment prévenu que j'allais pas pouvoir accoucher sans, donc je le sais. J'avoue que je suis un peu en deuil de ce scénario-là parce que moi, le premier accouchement que j'ai connu, je l'ai pas eu, puis ça s'est super bien passé, puis j'ai récupéré vraiment vite. Fait que j'espérais un peu pouvoir vivre la même chose, mais non, ce sera pas ça. Il faut accoucher sans pousser. Donc, sauf que cette journée-là, il y a énormément de gens à l'hôpital Sainte-Justine. L'anesthésiste est hyper occupée. J'ai le temps de souffrir tellement longtemps avant que finalement, autour de 9h, 9h30 le soir, alors que je suis rendue à 8 ou 8h30. Ils t'ont donné l'épidurale, même si t'étais rendue... À 8, oui. Je savais même pas qu'ils le faisaient. Oui. Me semble, dans toutes les histoires que j'ai entendues, c'est l'inverse. Genre, la madame veut l'épidurale, puis l'anesthésiste fait « Hey, pour vrai, non. On est rendu, là. Ben oui. On le fera pas. » Ben non, puis tu sais, avec mon autre accouchement, tu te dis « Ben oui, je le sais que ça va aller vite. Ouais. Mais ma gynécologue, il tenait tellement, puis c'était pas elle qui était présente à ce moment-là. Je l'avais vue le matin, par exemple, c'est elle qui avait fait mon décollement des membranes, mais elle avait vraiment briefé l'équipe épidurale et elle ne doit pas pousser. Ce que ça impliquait, puis je ne savais pas vraiment, c'est les forceps. Oh, C'est d'aller chercher. parce que tu peux pas pousser, donc ton bébé peut pas avancer, donc il faut l'aider. T'es à 8, Ouais. 8,5, on te donne l'épidurale. Oui, finalement. Exact. Et là, donc, la douleur se calme, effectivement, instantanément, mais c'est bizarre comme sensation. Je me sens un peu dépossédée de mes sensations, puis je sais pas trop... Tu sais, c'est ça, j'ai plus ma candeur. C'est stressant un peu. Je sais pas si je risque réellement quelque chose. On dirait qu'au fond de moi, il y a un instinct qui me dit « Hey, ça va être correct! » Mais ça fait peur. Tout ce setup-là autour de moi, cette organisation, cette espèce de... Ça me fait peur. Je suis stressée. Puis là, à un moment donné, pendant que j'attends, parce que là, une fois que tu as l'épidurale, il faut attendre de dilater à 10, tu sais. Puis j'ai une infirmière qui vient me repositionner. Elle dit « Ah, je vais vous donner un autre oreiller, tu sais, plus mou pour votre... » J'avais un oreiller entre les jambes. J'étais couchée sur le côté. Puis finalement, elle prend mon oreiller, puis il est maculé de sang. Je fais « Ah, je saigne! » Ah ben, Puis coudonc! ça, tu sais, c'est comme, on dirait, je m'en serais rendu compte si j'avais pas été sous épidural, mais là, je saigne. Et c'est vraiment beaucoup de sang. Ça m'impressionne encore plus. Ça fait « Oh! » Je reviens. Les gens finissent par revenir. Je me rappelle juste d'être très, très stressée. J'ai pleuré un peu avec mon chum. J'étais comme « Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je saigne autant. » Puis, tu sais, en tout cas, j'étais vraiment nerveuse. Mais on arrive rapidement à 10 cm quand même, malgré tout. Quand on arrive enfin le moment où on est à 10 cm, il doit être à peu près 10 h le soir. On se rappelle que je suis partie chez nous vers 5 h de l'après-midi. Et puis là, ça prend vraiment beaucoup de temps. On a toute une équipe. Ouais, mais attends une minute, là. Là, donc,
ton oreiller est plein de sang, Oui. tu pleures, on te dit finalement que tout est correct, on s'installe pour Oui. pousser, mais t'as pas le droit de pousser. J'ai pas le droit. On te couche sur le dos, Oui, on t'écarte les jambes, Oui. puis on fait quoi? Laisse-nous faire? exact. On fait laisse-nous faire. Moi, je vais aller voir elle est où? Parce qu'elle n'est pas engagée, la maudite. Comme la première, elle n'est pas appuyée, elle est haute. Donc, elle essaie. Oui, en entrant une main, tu sais. Elle rentre une main pour aller chercher ton bébé pour l'engager? Exact. Mais elle a aucune prise. Est-ce qu'on est surpris? Elle est incapable. Fait qu'ils prennent les forceps, puis ils essayent d'aller chercher mon bébé. Ils sont incapables. Pendant ce temps-là, on est sous moniteur, hein, souvent à l'accouchement à l'hôpital. Le cœur du bébé ralentit légèrement, mais c'est surtout que moi, je continue à perdre du sang. C'est probablement un décollement placentaire. En fait, c'est ce qu'on a su. Puis normalement, c'est le genre de choses qui provoquent un accouchement. Là. Tu sais, un décollement placentaire, on n'y est pas, là, je Ouais. pense, en général. Et donc, là, il y a un vent de panique qui souffle là, tu sais, autour du personnel. Tout le monde se regarde, c'est comme... Puis il y a quelqu'un qui finit par lancer la phrase « Mais cette femme-là, elle a déjà accouché, non? » Et je dis « Oui, j'ai déjà accouché et j'ai poussé. » Mais seriez-vous... Est-ce que vous accepteriez de pousser, madame? J'étais comme « Mais oui! J'attends juste Mais ça! oui, je vais accepter. Et certainement que je voudrais pousser. » Puis là, on me dit « OK, on va faire un deal. Vous poussez, mais pas beaucoup. Et puis, vous respirez en poussant. » Parce que normalement, on bloque la respiration et ça peut exercer une pression sur les vaisseaux sanguins. Et puis là, je fais comme « Pas de trouble. » Je suis comédienne! Je sais comment gérer ma respiration! Mais pour vrai, cet accouchement-là, à partir du moment où ils m'ont donné cette permission-là, tu te dis, mais quel niaisage! Si vous auriez pu me charcuter le vagin à essayer d'y rentrer des choses, là, pour vrai. Après tout ça, 2 poussées. Bébé sur moi. Je suis comme, tout ça pour ça? Puis là, j'ai revu la même affaire. J'ai tout oublié, là, tu sais. J'ai revu la même affaire. J'ai Nico, je suis comme, oh mon Dieu! Je suis vraiment heureuse, vraiment comblée. Et puis là, par exemple, je le sais que tout ce que j'ai vécu à Muriel pourrait se produire, tu sais. Mais Nicole ne présente pas d'hypotonie. Ce petit test-là, tu sais, qu'elle fait à peu près à 24 heures de vie avec une pédiatre, elle, il n'y a rien d'alarmant. Donc, T'as pu la garder? oui, pas de pouponnière. J'ai eu encore l'impression de me sauver avec mon bébé. Parce que je suis comme, ils vont changer d'idée. C'est certain. Mais puis la médecin qui m'avait vue, à la base, ma médecin voulait que je reste plus longtemps à l'hôpital. Puis j'étais comme, écoutez, là, J'ai assez donné la première fois. je sais, je suis vraiment intéressante, là. Mais j'ai un autre enfant à la maison. Puis, tu sais, donc, ils me permettent, au bout de 48 heures, de rentrer chez nous avec le bébé. Puis tout se passe bien. Yeah! Mm. Écoute, Isa, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Mais juste avant, je vais prendre quelques instants Oui, vas-y. pour remercier un partenaire de l'émission. Marchesso, c'est des programmes d'exercices virtuels créés par une kinésiologue pour accompagner les mamans. Donc, que ce soit pendant votre grossesse ou après, mais il y a plein de programmes qui existent selon où vous êtes rendu, mais aussi à quel niveau vous êtes rendu. Donc, vous pouvez aller découvrir tous leurs merveilleux cours sur le marchesso.com et vous pouvez même utiliser le code promo HUMAIN15. Isa, Ouais, dernière question. vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ben, ma grande maxime de la maternité, c'est ça que j'aimerais leur transmettre. Ce que vous avez prévu, c'est pas ça qui va se passer, puis c'est correct. Je suis quelqu'un qui est très contrôlante dans la vie, très exigeante, mais que ça, on n'est pas le contrôle là-dessus, c'est une bonne affaire. C'est beau, accueillir comment ça se passe. Accueillez ça. Magnifique. Mm. Merci beaucoup, Isa. Ah, merci à toi, Gab.